Dernières années, des années magnifiques, extraordinaires. Pour ceux qui en doutent, j'ai repris quelques chiffres. Sur les 10 dernières années, la croissance économique aux États-Unis a été de 2% en moyenne sur les 10 ans. En Europe, elle était de 1,36. Sur la même période, on a une inflation de 1,72 aux États-Unis et de 1,2 en Europe. La croissance des bourses sur la même période aux États-Unis a fait 17% annualisé sur les 10 dernières années. Annualisé. Et en Europe, 7%. Mais il n'empêche que les 7% sont encore supérieurs à la croissance du PIB plus l'inflation. Ces chiffres sont très intéressants parce que ça veut dire que sur 10 ans, nous avons une croissance et nous avons eu très peu d'inflation. C'est merveilleux, avec une hausse importante des bourses. Aujourd'hui, et le sujet du jour, qui est très important, c'est qu'on sent bien que les choses ont changé et que l'inflation n'est plus la même. La question est combien de temps l'inflation va-t-elle rester élevée? Est-ce que ça va être permanent? Mais toujours est-il qu'on peut se poser la question, quid des taux d'intérêt? Quid de la théorie monétaire moderne par rapport à ça? La simple logique, les taux d'intérêt doivent être égaux à la croissance du PIB plus l'inflation. On fait l'exercice, les 10 dernières années, croissance du PIB plus l'inflation, on aurait dû être à 3,7 sur les taux américains et à 2,51 sur les taux européens. On a été beaucoup plus bas que ça pendant pas mal d'années. Et donc, c'était le monde parfait, très peu d'inflation et une croissance. Aujourd'hui, pour 2022, on a une croissance attendue de 3,5% aux États-Unis, 3,2% en Europe, avec une inflation attendue de 4% aux États-Unis et 3,9% en Europe. Ce qui fait que si on additionne les deux, eh bien, les taux d'intérêt devraient être à 7,5 et 7,1%. Je pense qu'on n'est pas tout à fait à ces niveaux-là. Et donc, la question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut rester comme on est? Est-ce que les taux peuvent rester aussi bas? Est-ce que les balances des bilans des banques centrales peuvent rester ce qu'elles sont? Ou est-ce qu'elles doivent diminuer? Est-ce qu'on doit augmenter les impôts? Est-ce que l'inflation va continuer? Ça, ce sont toutes des questions, évidemment, qui nous préoccupent très, très fort aujourd'hui. Le mot dont on parle moins maintenant, mais dont on a parlé pas mal il y a à peine un mois ou deux, dont on n'ose plus prononcer le nom, c'est la stagflation. Je vous signale qu'aujourd'hui, l'Allemagne a une croissance quasi nulle de son PIB. Donc, croissance quasi nulle avec une inflation au-delà de 5%, ça se rapproche quand même de la stagflation. Donc, ce sont des questions très importantes et on a la chance aujourd'hui de recevoir Yann Longeval. Yann Longeval qui est déjà venu à notre tribune ici pour nous parler précédemment, si je me souviens bien, c'était du Bitcoin. Yann Longeval a une longue carrière et une brillante carrière à la Banque de Grove. Et depuis qu'il a quitté ses fonctions à la Banque de Grove, il a fondé la société Counselor Consulting. Il est professeur également adjoint à la Vlerick. Il adore écrire. Il a écrit 2 livres, dont Dieu ne joue pas au dé avec la bourse et Heavy Metal. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup recevoir et qui va vous éclairer donc sur la théorie monétaire. Yann, je te donne la parole. Bonjour tout le monde. Merci Jean-Marc pour l'introduction. Je dois partager l'écran peut-être. Avant ça. Bonjour tout le monde. Sujet très à la mode aujourd'hui, donc qui est au menu, donc qui est la théorie monétaire moderne ou la Modern Monetary Theory, que j'appellerai la MMT. C'est plus facile à prononcer que la TLN. Maintenant, je commencerai par constater qu'aucun sujet économique n'est plus mal compris que l'économie monétaire. Il ne faut pas se culpabiliser parce que la raison est que, je ne vais pas dire tout, mais la vaste majorité des cours en économie monétaire qui sont enseignés à l'école et à l'UNIF sont totalement erronés.
peut-être un peu prétentieux, mais je vais donc le démontrer en m'appuyant sur ce que nous apprend la MMT. Je vais plus laisser. En fait, il ne faut pas se culpabiliser si maintenant on se trompe de sujet monétaire pour la simple raison que moi, j'ai commis la plus grosse erreur qu'un investisseur peut commettre, donc d'avoir eu des avis tranchés sur la MMT sans connaissance de cause. Et puis donc, j'ai commencé quand même à m'y intéresser et j'ai lu le livre qui s'appelle The Deficit Myth pour le professeur Stephanie Kelton qui m'a carrément ouvert les yeux. Et donc, je mets ce livre, donc, de Deficit Myth, au même niveau que le signe noir de Nassim Taleb ou d'autres livres. Donc, tous les 5 à 10 ans, il y a un tel livre qui paraît et qui nous change notre regard sur le monde. Maintenant, la MMT est également un sujet extrêmement controversé, comme quasi tout sujet dans notre société moderne, notamment aux États-Unis, où dans le camp des républicains, on dit que la MMT est une recette pour un désastre, une catastrophe, n'importe quoi, tandis que le camp des démocrates, là, eux, ils ont en fait accueilli la MMT, et donc des gens comme Bernie Sanders, qui était candidat auprès de à la présidentielle, est très en faveur des recettes préconisées par la MMT. Mais très controversé, comme c'est souvent le cas dans des débats sur des sujets controversés, souvent les arguments sont très superficiels. Maintenant, c'est quoi l'essence ou l'essentiel de la MMT? L'objectif de la MMT, c'est de créer un monde meilleur en faisant un meilleur usage du potentiel économique inexploité. Donc l'objectif de la MMT n'est pas à faire un appel à la création de la dette sans limite ou la création de déficits sans limite. In fine, l'objectif de la MMT, assez noble, c'est de réfléchir à une nouvelle façon de gérer l'économie. En fait, le nom monetary theory est très mal choisi. En fait, on aurait dû parler du modern fiscal theory. Maintenant, commençons avant d'avancer à noter le point suivant, qui est un point essentiel, qui mène souvent à des malentendus, comme j'ai pu constater dans les médias. C'est que les recettes, voilà, je crois qu'on va y arriver, les recettes de la MMT ne s'appliquent qu'à des pays qui ont maintenu leur souveraineté monétaire. Je répète, les recettes de la MMT ne s'appliquent qu'aux pays qui ont maintenu leur souveraineté monétaire. Alors, ça veut dire quoi? La souveraineté monétaire, c'est 3 choses, on peut 4 choses. C'est que d'abord, c'est que le gouvernement, l'État, émet sa propre monnaie. 2, qu'elle n'émet pas de dettes en monnaie étrangère. Et que 3, qu'il n'y a pas de limite physique à la création de nouvelles masses monétaires. Comme c'était le cas à l'époque de l'étalon or, où la création de la masse monétaire était en fait limitée par les réserves d'or de la Banque centrale et le ministère des Finances. Puis 4, c'est implicite dans la MMT, c'est que le gouvernement doit avoir un contrôle absolu sur la Banque centrale. Ce qui peut être choquant, mais déjà aujourd'hui, je vais démontrer que l'idée que les banques centrales sont indépendantes est une idée totalement erronée. Je vous le démontrerai. Voilà ici la professeure Kelton, Pédia, voilà. Quelques images que j'en ai parlé, voici les 4 conditions. Donc, souvenez-vous toujours, parce que de temps à autre, quand on veut appliquer la recette de la MMT en Irlande, c'est faux, c'est pas possible, parce que donc les pays membres de l'Union monétaire européenne ont abandonné leur souveraineté monétaire. En fait, l'euro, pour la Belgique, n'est rien d'autre qu'une devise étrangère. Et donc, la MMT ne s'applique pas à Euroland. Des exemples, les pays donc, qui ont maintenu leur souveraineté monétaire, je vais les appeler des MUNSOC. Un MUNSOC, c'est donc le mot que je leur ai donné pour un Monetary Sovereign Country. Donc, ça ne devient pas trop rébarbatif, parlons de MUNSOC. On peut penser au Japon,
avec les yens, on peut penser aux États-Unis, le dollar, on peut penser au Royaume-Uni avec la livre, on peut penser à la Suisse avec le franc suisse. Ça, c'est un exemple de MONSOC qui peuvent, s'ils veulent, utiliser et appliquer les recettes de la MMT. Alors, commençons par une soi-disant vérité monétaire qui nous dit, et c'est du bon sens, que le gouvernement d'un MONSOC doit gérer ses finances comme un ménage ou une entreprise privée. Ça, tout le monde est d'accord? On est tous d'accord? Ça signifie que le gouvernement va d'abord trouver des revenus avant de pouvoir faire des dépenses. Et ces revenus doivent venir d'où? Parce que c'est l'État qui lève des impôts. Et si maintenant on a trop peu d'impôts par rapport aux dépenses, il y a un déficit. Et ce déficit, il faut le financer en émettant, en vendant des obligations étatiques. On est tous d'accord? Je peux vous dire que c'est. Ça ressemble à Jean-Marc, un tout petit peu, je trouve, mais c'est pas Jean-Marc. C'est totalement faux. Dans le cas d'un MONSOC, un MONSOC ne doit pas gérer son budget comme un ménage ou comme une société privée parce qu'un MONSOC a un pouvoir magique. Un MONSOC peut créer autant d'argent qu'il veut, et quand on peut créer autant d'argent qu'on veut, ça veut dire qu'on peut dépenser autant d'argent qu'on veut. Par conséquent, je vous laisse donc 15 secondes pour digérer ce message très fort. Par conséquent, un MONSOC n'a pas besoin de lever des impôts ou de mettre la dette pour se financer. 15 secondes, parce qu'on regarde avec des grands yeux, c'est quelque chose de très choquant. Je vais le démontrer en vous montrant comment fonctionne le système interbancaire. Alors, d'où vient l'argent d'un MONSOC? C'est très simple. Un MONSOC crée de l'argent en le dépensant. Donc, pour l'État, pour créer de l'argent, elle va s'appuyer sur la banque centrale. La banque centrale n'est rien d'autre que la banque de l'État. Et donc, elle peut instruire de la banque centrale de faire tourner la planche à billets. Mais avec le temps moderne, ce n'est pas très efficace de tout payer avec des billets de banque. Et donc, on le fait avec un ordinateur. Et donc, la banque centrale, également un pouvoir magique, en appuyant sur un bouton sur un clavier d'ordinateur, peut créer $1000, $1 milliard, $1 trillion, $100 trillions. C'est juste, on pousse sur un bouton et l'argent est créé. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? J'ai fait un petit schéma qui est un peu simplifié, mais qui correspond à une réalité. Admettons que nous sommes aux États-Unis, que c'est un MONSOC, et que le Congrès américain a décidé d'acheter un avion de chasse qui coûte $30 millions. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Du moment que le Congrès a approuvé l'achat de cet avion, est-ce qu'elle va d'abord demander au Trésor de lever des impôts ou de mettre la dette? Non. Elle va instruire le Trésor d'acheter un avion de chasse à $40 millions, et c'est le Trésor américain qui fait directement instruire la Federal Reserve, la Banque centrale, de faire ce paiement. Alors, comment est-ce qu'elle fait ce paiement? Elle va créer des réserves bancaires qui sont au passif de son bilan. Et donc, vous l'avez donc là, sur les flèches, les bank reserves sont les réserves des banques qui sont au passif du bilan de la Banque centrale et qui ont une image miroir, donc dans le double accounting, qui se trouve à l'actif, bien évidemment, des banques commerciales, qui vont puis créditer le compte en banque de Lockheed Martin, qui se trouve au passif de la banque commerciale. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Donc, je répète, quand le Congrès approuve une dépense, elle demande au Trésor de s'en occuper. Le Trésor s'adresse à sa banque privée, donc il a la Banque centrale, et la Banque centrale va faire le paiement. Dans tous les cas de figure, ça n'existe pas que la Fed n'a jamais
depuis qu'il a été créé il y a 80 ans, je crois, n'a jamais refusé une instruction de paiement provenant du Trésor. Donc, elle ne va pas dire, attention, avant de faire le paiement, vous serez en débit. Ce n'est pas le problème de la Banque centrale. Elle part de l'hypothèse que le gouvernement va finalement toujours trouver l'argent. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais prendre un autre exemple d'un plan d'aide de 2,2 trillions de dollars, un petit typo, 2,2 trillions de dollars. Donc, disons que le Congrès approuve un plan d'aide donc, pour lutter contre la crise économique de 2,2 trillions de dollars. Alors, le Congrès américain va charger le Trésor américain d'organiser les paiements. Et donc, c'est le Trésor qui va instruire la Banque centrale de créditer les comptes des réserves des banques commerciales de 2,2 trillions de dollars. Et puis, les banques commerciales vont créditer les comptes des ménages. Et donc, pas besoin de taxes ou d'émettre des obligations pour faire ces paiements. Et ce n'est pas la théorie, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, prenons un autre cas de figure. Je donne cours chevalerie qui va être pratique. Et donc, supposons maintenant que globalement, le gouvernement américain crée et dépense 10 trillions de dollars. Elle instruit donc le Trésor de s'en occuper, qui va instruire la Banque centrale donc, de faire ce paiement pour 10 trillions de dollars. Et en même temps, ou après avoir fait le paiement, le gouvernement peut, s'il le souhaite, lever 8 trillions d'impôts. Donc là, d'abord, il a créé 10 trillions de dollars à travers la Banque centrale, qui font donc le paiement vers donc, les ménages, les sociétés privées, etc. Puis, elle peut décider de lever 8 trillions de dollars en impôts. Il reste un déficit comptable de 2 trillions d'euros. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors là, s'il le souhaite, c'est émettre, vendre pour 2 trillions de dollars d'obligations. Et donc, elle a des dépenses de 10 trillions de dollars et elle récupère 8 trillions de dollars grâce aux impôts et 2 trillions de dollars sur base de l'émission de dollars. Donc, en fait, c'est un jeu à somme nulle. Elle a créé 10 trillions de dollars en dépenses, elle a récupéré 10 trillions de dollars en levant des impôts et en émettant de la dette. Et donc, je répète, le gouvernement américain, comme tout autre monsoc, n'a pas besoin de lever des impôts ni d'émettre des obligations pour se financer. En fait, pourquoi est-ce que alors un monsoc lève-t-il quand même des impôts? C'est pour quelques bonnes raisons. Et d'abord, là, c'est un peu conceptuel. Ce sont les impôts qui donnent de la valeur à la monnaie de l'État. Parce que vous êtes tous, en tant que bons citoyens, obligés à payer vos impôts. Et comme le gouvernement vous oblige à payer vos impôts en sa monnaie, en fait, ça donne de la valeur à la monnaie du gouvernement. On en parlera après. En fait, l'argent qui est créé par l'État se trouve au passif de la Banque centrale. Dans le chef du gouvernement ou du pays, la Banque centrale, c'est bien une dette. Et quand vous payez vos impôts, vos amendes avec la monnaie du gouvernement, en fait, vous êtes en train de rembourser au prorata une partie de cette dette publique. Et donc, quand on lève les impôts, ça donne de la valeur donc, à l'argent créé par le gouvernement, et donc ça veut dire que les citoyens seront disposés à travailler pour le gouvernement ou à lui vendre des biens et des services. Et donc, si on raisonne à un autre niveau, donc une question historique, en fait, l'État a inventé les impôts pour se procurer des ressources économiques sans utiliser la force brutale. Première raison pourquoi on lève quand même des impôts. Deuxième raison, c'est parce que donc c'est une des recettes de la MMT, quand il y a un risque de surchauffe de l'économie et d'une hausse forte de l'inflation, on peut augmenter les impôts pour refroidir l'activité économique. On peut bien évidemment les impôts pour faire la redistribution des revenus et des richesses, et on peut
il y a les impôts, les amendes pour contrôler ou manipuler le comportement des non souhaitables. 4 raisons pourquoi Amansoc lève quand même des impôts. Alors, même question, pourquoi est-ce qu'en réalité, Amansoc émet quand même des obligations? Tout d'abord, l'émission ou la vente d'obligations par les trésors américains est un outil de politique monétaire. Chaque lundi, pour rester aux États-Unis, la Banque centrale et le Trésor américain se réunissent. Et donc, quand le gouvernement fait des dépenses déficitaires, comme je viens de le démontrer dans le schéma, la Banque centrale va créer donc des réserves bancaires pour faire le paiement. Ça veut dire qu'on crée une masse de liquidités au sein du système bancaire. Et donc, quand il y a trop de liquidités, ça veut dire que le taux d'intérêt à court terme va descendre vers zéro, où il a été ces derniers temps. Mais si le gouvernement ou la Banque centrale ne veut pas que le taux d'intérêt évolue de façon spontanée à cause ou grâce aux liquidités supplémentaires dans le système vers zéro, on peut drainer des liquidités du système bancaire en vendant des obligations. Donc la vente d'obligations est en fait le fruit d'une coordination entre le Trésor et la Banque centrale et sert à donc arriver au niveau de taux d'intérêt souhaité, donc qui fait partie de la politique monétaire. Et dans l'autre sens, bien évidemment, comme on a tous vu ces dernières années, si maintenant la Banque centrale veut faire descendre le taux d'intérêt, court et long, elle fait de l'assouplissement quantitatif, le QI, qu'on a tous vu, chaque les bilans aujourd'hui, la Banque centrale américaine est à 8 trillions de dollars. Et en Europe, c'est près de 5 trillions de dollars, je crois. Deuxième raison pourquoi Amansoc émet des obligations, c'est pour rendre sa monnaie attrayante pour les partenaires commerciaux étrangers. Prenons le cas de la Chine, donc, qui a un énorme donc, surplus donc, avec les États-Unis. Alors, quand elle reçoit les dollars provenant des exportations chinoises, quand on les met dans un compte de réserve, souvent, auprès des banques centrales, ces comptes sont très mal rémunérés. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont très intéressés à investir ces réserves de devises dans quelque chose qui rapporte l'argent. Donc, ils vont investir l'essentiel de la réserve de devises en obligation de l'État américain, du Trésor américain, parce que ça rapporte au moins quelque chose. Troisième raison, peut-être un peu rigolo, mais c'est vraiment comme ça, c'est pour faire plaisir aux investisseurs privés, institutionnels. Des fonds de pension ou des gens privés peuvent donc construire un portefeuille diversifié où en partie est investi dans des obligations de haute qualité qui servent donc de buffer contre des contretemps en bourse. Et donc, c'est une troisième raison pourquoi Amansoc émet des obligations. Donc, je reviens au point de départ, parce que c'est un peu d'eau sur le remarque. On voit comment les disparaissent. Ce serait problématique lors d'un webinaire. Donc, je reviens à ce que je disais au début, c'est qu'Amansoc, en principe, a des moyens financiers illimités parce qu'il peut créer autant d'argent qu'il veut à travers la Banque centrale. Et donc, il peut toujours payer ses dettes dans sa propre monnaie, il peut toujours payer ses factures de sécurité sociale. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il n'y a aucune limite, mais en principe, c'est vraiment comme ça. Donc, ça a des implications très importantes. C'est que, en principe, pour cette raison, Amansoc ne peut jamais faire faillite. Quand le Trésor américain émet 20 trillions de dettes, l'argent pour rembourser ces dettes sera toujours disponible parce qu'il suffit que le gouvernement instruit la Banque centrale de créer des dollars supplémentaires. C'est pour cette raison qu'a priori, Amansoc ne peut jamais faire faillite. Et donc, la note de crédit des années été abaissée à AA+, je crois, en fait, devait être de AAA. Et donc, on ne peut pas faire faillite, sauf s'il s'impose des règles stupides. Pensons au plafond
légale donc, de l'endettement et des dépenses aux États-Unis, qui chaque coup est mis en question, mais toujours relevé par le Congrès. Mais ce n'est qu'en s'imposant des règles stupides qui en fait reflètent le fait que les politiciens ne comprennent pas ce pouvoir des Monsoc, qu'on s'impose donc des règles qui pourraient donc a priori faire tomber en faillite les États-Unis, mais qui sont des règles auto-imposées. Moi, j'appellerais ça comme Kelton, The Power of the Purse. J'ai fait une tentative de traduction. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très réussie, donc je l'ai mis en petit. Donc, appelons ça le pouvoir du porte-monnaie. Ah, pardon, merci beaucoup. May the power of the purse may with you, que le pouvoir du porte-monnaie soit avec vous. Maintenant, je disais, c'est que donc les gouvernements de Monsoc ne comprennent pas toujours, c'est même rarement le cas, en quoi consiste ce pouvoir du porte-monnaie. Et donc, n'utilisent pas toujours le plein pouvoir pour mener l'économie à sa pleine capacité. Et donc, c'est là qu'intervient l'AMT. L'AMT préconise qu'au lieu de se comporter comme un ménage, une société privée, pour nous, ce n'est pas la même chose. Si une société privée veut faire des dépenses, il faut qu'il y ait d'abord l'argent en compte ou qu'elle lève de l'argent en vendant des obligations. Elle peut commencer qu'à dépenser après avoir donc eu des recettes donc de ses ventes ou de la vente d'obligations, qui n'était pas le cas de l'État. Mais donc, comme les gouvernements de Monsoc ne comprennent pas ce pouvoir, en fait, ils se comportent comme un ménage, quoi qu'ils doivent avoir levé des impôts ou vendre des obligations avant de pouvoir dépenser. Et donc, ce que préconise la MMT, c'est que ce pouvoir politique devrait en fait s'appuyer sur le plein pouvoir du porte-monnaie et donc continuer à dépenser de l'argent dans des investissements productifs. La MMT ne dit pas qu'on peut faire des dépenses et acheter n'importe quoi ou investir n'importe quoi. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle dit qu'il faut mener l'économie à sa pleine capacité en faisant des investissements productifs et en agissant comme employeur de dernier recours. Donc, si en temps de crise, il y a du chômage structurel, c'est à l'État de garantir un revenu et donc de mettre ces gens au travail. Et donc là, vous reconnaissez déjà un peu Keynes, c'est parce que la même recette de Keynes, parce que la MMT n'est pas si moderne que ça, j'en parlerai à la fin. Et donc, c'est ce qu'a fait, par exemple, Roosevelt dans la crise des années 30, entre 1933 et 1939, on avait le New Deal aux US. Et donc, ils ont mis au travail 13 millions de chômeurs qui ont construit des routes, des bâtiments publics, des écoles, donc qui ont développé les États-Unis. 13 millions de personnes qui ont tenu au travail. Et donc, un débat qu'on fait souvent, c'est un débat sur le coût du vieillissement. Donc, le coût du vieillissement, pour un Monsoc toujours, n'est pas un problème de financement. Parce que l'État, comme je disais, peut toujours créer l'argent pour payer les factures liées au vieillissement. Ce n'est pas un problème de vieillissement. Et donc, c'est très intéressant, vous trouvez le film sur YouTube. C'était donc une discussion entre Paul Ryan, qui est un républicain, et donc l'ancien président de la Banque centrale américaine, Alan Greenspan, qui disait, alors comment est-ce que nous, les États-Unis, allons payer la facture du vieillissement? Et donc, je reprends les mots texto d'Alan Greenspan, je vais peut-être traduire en même temps que vous disiez, c'est qu'il n'y a rien qui prévient, qui empêche le gouvernement fédéral à créer autant d'argent, ce qu'il veut, et de le payer à n'importe qui. Ce que je viens d'expliquer depuis maintenant un quart d'heure. Et là, c'est très intéressant. Il a dit que la seule question, il dit, est de comment est-ce qu'on peut créer un système économique qui nous assure que les actifs réels soient créés, que ces dépenses publiques vont acheter.
Et c'est là qu'on retrouve l'équation de Fischer, dont je parlerai à la fin. C'est que donc, c'est particulièrement intéressant, le coût du vieillissement n'est pas un problème de financement pour un monde seul. Le véritable problème, c'est que cette création d'argent par l'État doit aller de pair avec la création de richesses réelles dans l'économie réelle. Mais si on arrive à créer un système économique qui crée ces biens réels et ces services, il n'y a aucun problème. C'est la réponse d'Alan Greenspan. Lorsqu'il n'y a pas de limite aux dépenses déficitaires, comme certains disent l'MMT, non. Il a une limite supérieure aux dépenses déficitaires, même productives de l'État, c'est que quand l'économie atteint sa pleine capacité. Parce que si vous continuez à faire des dépenses déficitaires au-delà de ce point, vous allez créer de l'inflation. Et donc, puis, la même si jamais on atteint cette pleine capacité, l'inflation se présente, il faut lutter contre l'inflation en augmentant les impôts. L'MMT préfère se concentrer sur le taux d'utilisation des capacités, on dit en français, je crois, non pas sur le Nauru. Aujourd'hui, la Banque centrale américaine, comme maintes d'autres banques centrales, en fait, s'appuie sur un critère qui s'appelle le taux de chômage non accélérateur d'inflation, Nauru en anglais. Et donc, c'est le taux de chômage en dessous duquel on part de l'hypothèse qu'il y aura donc trop d'inflation. Nauru, aux États-Unis, a été mis à 5%. On le voit aujourd'hui. Maintenant que le taux de chômage aux États-Unis est tombé en dessous de 5%, on commence à resserrer la politique monétaire en relevant les taux, en diminuant l'assouplissement quantitatif. La MMT peut démontrer que dans le passé, on a connu plusieurs périodes entre 89 et 90 que le taux de chômage était tombé en dessous de Nauru et n'a pas été suivi par une hausse d'inflation. Et donc, je crois qu'ils ont un point en se disant, au lieu de s'appuyer sur un point de référence extrêmement subjectif et incertain, il vaut mieux s'appuyer sur un critère plus objectif qui est le taux d'utilisation des capacités. Et donc, vous voyez que sur ce graphique, aujourd'hui, après le rebond donc, de 2021, nous sommes aujourd'hui aux US même pas à 80% du taux d'utilisation plein de la capacité américaine. Donc, ce que dit la MMT, c'est que le gouvernement doit continuer à dépenser de l'argent dans des investissements productifs et en même temps des gens au travail jusqu'au point qu'on atteigne les 99%. 100% ne sera jamais totalement possible. Et donc ça, c'est le point de la MMT, que je trouve est un point qui a une certaine logique. Aujourd'hui, en s'appuyant sur Nauru, ça veut dire qu'il y a 5% de la population active qui va rester sans emploi. Resserrer la politique monétaire, ça va ralentir l'économie. En outre, autre point de l'MMT, c'est que l'MMT veut un assouplissement quantitatif pour le peuple et pas pour les riches. Et donc, il faut reconnaître, même si on se dit la monnaie hélicoptère, on trouve ça très rigolo, quand on regarde les effets du rachat massif d'obligations par les banques centrales, alors on a dit qu'il n'y a pas eu d'inflation. S'il y a eu de l'inflation, c'est l'inflation des actifs financiers qui est la conséquence du comportement de la banque centrale. Aux US, il y a 80% de la richesse en actifs financiers qui est détenue par 10% de la population. En fait, l'assouplissement quantitatif a rendu les riches encore plus riches. Je ne fais pas donc de jugement, une constatation, et a rendu la population, les gens communs, plus pauvres, parce qu'eux ont une épargne sur un compte en banque qui rapporte en Belgique de 0,11% ou 0%, ou même de taux négatifs pour ceux qui ont un peu de trop. Et donc, eux se disent, mieux vaut créer de l'argent auprès de la Banque centrale et puis instruire la Banque centrale de créditer les comptes de banque commerciale pour créditer directement, donner un chèque aux ménages. C'est beaucoup plus efficace que de passer à travers un détour qui est en fait
l'assouplissement quantitatif. Donc, je trouve que c'est un point qui n'est pas faux. On a vu également dans les chiffres américains de croissance économique, c'est notamment ces chèques qui sont donnés aux ménages et qui ont aidé les gens communs à consommer plus. Deuxième vérité monétaire, on est tous d'accord, vous venez de loin bien sûr, on est tous d'accord que le déficit public, c'est très mauvais, c'est détestable. Le gouvernement peut être en surplus comme un ménage. Eh bien, c'est encore une autre illusion monétaire. Et tout dépend de la perspective. Et c'est ce qui fait la MMT. Elle nous offre une autre perspective sur des notions comme de la dette ou les déficits. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous l'expliquer comment ils font. On peut d'abord changer la visualisation d'un déficit en l'appelant le déficit du secteur public est par définition égal au surplus du secteur privé. Et ce n'est pas une opinion, c'est dans les comptes nationaux. En fait, pour être complet, dans les comptes nationaux, la comptabilité de l'État, il y a trois parties. Le secteur public, qui peut être en déficit ou en surplus, le secteur privé, même chose, et puis le secteur extérieur, exportation-importation, c'est ce qu'on appelle la balance courante des paiements. Et donc, la somme de ces trois est par définition égale à zéro. Si elle n'est pas égale à zéro, ça veut dire qu'il faut remplacer le compteur. C'est comme une erreur. Maintenant, pour ne pas compliquer les choses, partons de l'hypothèse que le solde du secteur extérieur est égal à zéro. Voilà, ça vous montre que si maintenant le secteur public est en déficit, par définition, ça crée pour le même montant un surplus d'épargne pour le secteur privé. Le secteur privé ne peut pas être en surplus quand le gouvernement est en surplus. Ça n'est pas possible. Et donc, il faut modifier la perspective. Je prends une autre image qui met ça en évidence. On voit donc que la ligne rouge est le solde du gouvernement, qui est quasi toujours en rouge, parce que donc, les déficits sont la norme, ce n'est pas les surplus qui sont la norme. Les barres bleues, c'est le surplus du secteur privé, et les bâtonnets verts, c'est le secteur externe. Donc, c'est une image, un miroir parfaite. C'est de la simple comptabilité. Et donc, on pourrait se dire, au lieu de parler d'un déficit public, parlons d'un surplus privé. C'est donc très différent comme sentiment. Et donc, de ce point de vue-là, la pauvreté de l'État, ou les déficits de l'État, ne sont rien d'autre que la richesse du secteur privé. C'est quoi le déficit accumulé? C'est la dette publique. La dette publique, elle est détendue par le secteur privé, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, vous-même, et donc la dette publique, qui donc représente le cumul des déficits passés publics, n'est rien d'autre que les actifs financiers du secteur privé. Et donc, loin d'être une malédiction pour le secteur privé, les déficits publics peuvent être ou sont une bénédiction du secteur privé. Je sais que c'est très choquant tout ça, mais c'est de la simple comptabilité. Ce sont en fait des vases communicantes. On est comme ça? Voilà. Maintenant, même s'il faut faire attention de ne pas confondre corrélation avec causalité, l'MMT, c'est comment l'illustrer en s'appuyant sur les leçons d'histoire. Et donc, aux États-Unis, il y a eu 7 périodes, donc, la période de Clinton, qui n'est pas montrée dans ce tableau, pendant laquelle le gouvernement était en surplus, donc a réduit la dette. Vous voyez qu'à chaque coup, a été suivi par une dépression économique. Les années Clinton étaient en surplus pendant quelques années, on peut le montrer. Voilà, je fais du lit, ça je ne vais pas le faire. On revient. Donc là, donc, le surplus
ça a duré 2 ans, je crois, qui a été suivi par une crise économique assez grave, mais pas une dépression, et puis est venue la crise financière. Mais donc, dans l'histoire américaine, on a connu 6 dépressions économiques. C'est toujours, en fait, avant, il y avait une période donc, de désendettement du gouvernement. Et donc, qu'est-ce que fait l'État? Quand elle est en surplus, en fait, elle va drainer la richesse du secteur privé. Parce qu'un secteur public qui est en surplus, par définition, veut dire un secteur privé qui est en déficit. En outre, il faut en être conscient que le secteur privé est un épargnant naturel. Donc, les ménages vont épargner, les sociétés vont se créer des réserves pour investir dans l'avenir. Et donc, par conséquent, pour permettre au secteur privé d'agir comme un épargnant, il faut que le gouvernement se mette structurellement en déficit. Sinon, ce n'est pas possible. Les gens sont un peu perplexes. Tout ce que je vous dis, c'est la simple logique comptable. Rien de plus. On me dit, oui, mais le Zimbabwe, on va parler du Zimbabwe plus tard. Je sais que tout le monde veut parler du Zimbabwe, la Turquie, ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas ce que dit l'NMT. Et le Venezuela. Et le Venezuela. Venezuela. Exact. Voilà. Troisième vérité monétaire, c'est qu'un taux d'endettement élevé est problématique pour un Monsoc. La même chose. C'est totalement faux. Pour différentes raisons que je viens d'expliquer, c'est que la dette nationale est détendue. Si maintenant j'embarque il y a 10 millions d'euros d'eau dans ton compte, on voit que c'est pauvre ou riche. C'est riche. Donc, est-ce que cette dette publique est un problème pour toi? Pas pour moi. Pas pour toi. Et donc, la dette nationale, donc, aux États-Unis, un peu le Times Square, je crois, il y a cette National Debt Clock. On montre à la seconde comment on augmente la dette publique. Donc, pour également changer donc, le titre en National Savings. Donc là, la perspective est différente, c'est la même chose. Donc là, on voyait donc augmenter à la seconde la richesse du secteur privé. Je vais juste faire un point, je vais vous conseiller de lire. Pas que, oh, j'ai fait écraser le chien de Thomas. Je vous conseille bien sûr de lire mes livres, mais il y a 2 publications que je vous conseille vivement de lire. Ce sont 2 publications qui datent de 1913 et 1914, qui ont été écrites par Emmanuel Ennis, qui était un diplomate anglais. Le premier s'appelle What is Money? Or The Nature of Money. Et le deuxième s'appelle The Theory of Credit. Alors, c'est 2 fois 8 pages. C'est la meilleure définition qui existe, c'est que c'est l'argent. Donc, c'est quoi l'argent? Moi, il m'a fallu 50 ans pour arriver à l'expression que vous trouvez dans ce slide-ci. En fait, l'argent, c'est du crédit et rien d'autre. À tous les niveaux, de tous les acteurs dans l'économie. Un acheteur a une dette par rapport au vendeur, et le vendeur a un crédit sur l'acheteur. Où est-ce qu'on trouve le crédit de l'acheteur? Dans son compte en banque. Un dépôt en banque est un crédit sur la banque du détenteur des dépôts, se trouve au passif du bilan de la banque commerciale, et dans le chef de la banque privée, c'est une dette. Quand vous allez à la banque pour l'emprunt hypothécaire, c'est la banque qui a un crédit sur vous, qui se trouve à l'actif du bilan de la banque, et pour vous, c'est une dette qui se trouve sur le passif, dans votre bilan. La monnaie de l'État, comme je l'ai dit au départ, l'argent qui est bien en circulation par l'État, est la dette de l'État. Et quand vous remboursez ou vous faites le paiement à l'État, vous payez vos impôts, vous êtes en train de réduire au prorata la dette de l'État. Et donc, par rapport à chaque crédit, il y a toujours une dette. Donc, on pourrait dire, si on veut dire, c'est quoi l'argent? Ben, l'argent, c'est du crédit, et rien d'autre. Et donc, dans le système bancaire, les banques commerciales ne sont rien d'autre que des chambres de compensation entre crédit
et dette, entre acheteur et vendeur. C'est ça l'argent. Et donc souvent on dit, oh la dette c'est très mauvais, mais il faut en être conscient que par rapport à chaque dette, il y a toujours un crédit. Le déficit de l'un et le surplus de l'autre. C'est ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que cette connotation négative qui colle à la dette, et si maintenant on change de perspective, ça fait raisonner autrement. Également, pourquoi est-ce qu'un taux d'endettement élevé n'est pas a priori problématique pour un Monsoc? C'est qu'un Monsoc peut, s'il le veut, effacer la dette publique d'un seul coup. Comment? Toujours le même mécanisme. Elle instruit la banque centrale, comme elle vient de faire avec le quantitatif, de créer de l'argent et de racheter la dette et puis d'annuler la dette nationale. Aux États-Unis, non, c'est comme ça. Exactement comme ça. Comment est-ce que tu vas empêcher la Banque centrale américaine, Yves, de racheter toutes les obligations d'un marché? Tu peux le faire, mais ta crédibilité, ta confiance disparaît. Oui. C'est un autre point. Moi, je parle d'un point de vue technique. Techniquement, tu fais ça. Techniquement, elle est parfaitement capable de le faire. Je prends l'exemple du Japon pour répondre à ta question, à ta body language. C'est pas grave, hein? Mais j'y arrive un instant. Une autre illusion, c'est que c'est les marchés financiers qui déterminent le niveau des taux longs. Toujours dans le cas de la devise et de la monnaie d'un Monsoc. En fait, ce n'est pas du tout les marchés financiers qui dictent le niveau des taux longs. En fait, c'est le gouvernement, avec sa banque privée, qui est la banque centrale, qui vont déterminer où ils veulent voir le niveau des taux longs. On ne parle pas de Zimbabwe, on parlera après. L'indépendance des banques centrales dans les pays développés est une illusion. Je prends le cas du Japon, qui a un taux d'endettement, la dette publique, qui s'approche de 300%. Donc, où sont les taux longs? À quel niveau sont les taux longs japonais? Ils sont à 0,07%. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer comment les marchés financiers ont créé un yield de 0% pour la dette à 300%? Ce n'est pas les marchés financiers qui ont mis les taux longs à 0%, c'est bien le gouvernement japonais, avec sa banque privée, la Banque du Japon, qui a racheté la moitié de la dette publique au Japon est détenue par la Banque du Japon. Et si elle veut, Yves, elle peut passer à 60, 70, 80, 90, 100%. Déjà 50%. Je dis que ce n'est pas possible. Au Japon, c'est bien possible. Et donc, dans les marchés, Thierry, dans les salles de marché, les salles de trading, on appelle souvent le marché japonais de widow maker, qui fait des veuves, parce qu'il y a eu donc un nombre inconnu de traders qui sont cassés les dents en vendant à découvert des obligations japonaises. Ils sont cassés les dents. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que la Banque du Japon a le pouvoir du porte-monnaie. Et donc, l'adage qui est bien connu, je crois qu'il ne faut pas lutter contre la Banque centrale. C'est très vrai. Il faut en être vraiment conscient que d'un point de vue historique, cette indépendance de la Banque centrale n'est pas une garantie. Hein. La Banque centrale américaine avait tellement mal géré la crise des années 30 que le gouvernement a décidé d'enlever l'indépendance de la Banque centrale en la mettant sous le contrôle, sous la tutelle du ministère des Finances. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le gouvernement, à travers le Trésor, qui a instruit la Banque centrale de maintenir les taux courts à 3/8, à maintenir le taux long inférieur à 2%. C'est-à-dire jusqu'à 1951. En fait, c'était pourquoi? Parce que le taux d'endettement public américain était passé à 150% avec l'effort du financement de la guerre. Donc, c'est vraiment le gouvernement qui a instruit le Trésor d'instruire la Banque centrale de maintenir les taux à ce niveau-là en faisant le taux long de son quantitatif. Donc, le QI qu'on connaît aujourd'hui n'a rien de nouveau. Et en 1951, avec le Treasury Fed Accord, qu'on a rendu
d'indépendance à la Banque centrale, mais cette indépendance est tout à fait relative. Je viens de le dire, du moment comme la Banque centrale est la banque privée du gouvernement, la Federal Reserve n'a jamais et ne va jamais refuser d'effectuer le paiement demandé par le Trésor américain. Le seul domaine dans lequel que la Banque centrale américaine est autonome, c'est en définissant le taux à court terme, le overnight rate souhaité. C'est tout. Et pour le reste, c'est le Congrès américain qui a créé la Federal Reserve et qui, in fine, contrôle la Federal Reserve. Cette idée que la Banque centrale est totalement indépendante ne correspond pas à la réalité. Et donc, il ne faut pas lutter contre la Banque centrale qui ont le pouvoir de la monnaie parce que donc ils pourront toujours créer de plus en plus d'argent de façon magique à l'appui d'un bouton sur un clavier. Maintenant, est-ce que la MMT, soyons également ayons un regard critique sur la MMT est trop belle pour être vraie. Il y a quand même certaines faiblesses qu'on peut retrouver dans cette théorie. D'abord, la MMT suppose que le gouvernement est capable d'allouer les ressources économiques de façon optimale. Ça, ce n'est pas une garantie à l'extrême quand on regarde donc les économies communistes où c'est le gouvernement qui a donc été responsable des ressources, on retrouve qu'à l'extrême, ce n'est pas une bonne chose pour l'économie. Maintenant, dire que c'est toujours mauvais, ce n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire donc la qualité d'enseignement en Belgique, des soins médicaux, etc. Et donc le New Deal, où les 13 millions de chômeurs qui ont été au travail, on fait tout ce travail pour construire l'infrastructure américaine. Et donc, mais ce n'est pas noir et blanc, c'est donc par l'hypothèse que le gouvernement ait de la bonne information et qu'elle soit en mesure donc de se comporter d'intérêt commun au lieu donc de favoriser les intérêts d'un groupe particulier par rapport à un autre. Deux, quand on écoute les protagonistes de la MMT, comme L. Randall Wray, Stephanie Kelton, Brian Mosler et d'autres, souvent on découvre quand même une saveur de politique et de communisme, notamment Randall Wray. Selon lui, nous sommes devant une catastrophe climatique et donc, selon lui, il faudra dépenser aux États-Unis 92 trillions de dollars pour lutter contre la catastrophe climatique. Et donc, lui, il faudrait carrément demander à la Banque centrale de créer de l'argent pour acheter les sociétés pétrolières pour en faire autre chose. Là, je trouve qu'on va dans un domaine que je trouve assez malsain. Puis, la MMT suppose qu'il y a une mobilité entre l'emploi au sein du secteur public et le secteur privé. Souvenez-vous que donc, la MMT, quand un taux de chômage structurel, veut donc être donc, un employeur de dernier ressort, mettre les gens au travail. Du moment que vous mettez les gens au travail pour le gouvernement qui est suffisamment bien payé, pour les motiver à passer au secteur privé, ce n'est pas donné. Les gens vont souvent préférer rester où ils sont. La MMT veut lutter contre l'inflation quand on dépasse donc le taux plein de capacité de l'économie en demandant les impôts. On a déjà vu dans le passé que l'inflation est quelque chose d'extrêmement volatile et incertain. Et donc, c'est loin d'être sûr qu'on pourrait tuer un excès d'inflation en augmentant les impôts. Puis, il y a toute une discussion technique. Le surplus budgétaire pour l'élection est toujours mauvais pour les secteurs privés. Non. Moi, j'avais dit que donc, le déficit public sont une bénédiction pour le secteur privé, parce que c'est la richesse du secteur privé, mais en même temps, avoir une bonne crise de temps à autre, une bonne dépression économique, peut également faire du bien à long terme à l'économie, parce que donc, les sociétés qui sont en mauvaise santé, qui ne sont pas compétitives, en fait, se font traîner des systèmes, tombent en faillite. Et donc, quand on mène une politique budgétaire qui crée des déficits permanents, en créant des surplus permanents du secteur privé, ça empêche le cycle naturel de l'économie, donc d'éliminer les mauvaises sociétés. Est-il vrai qu'un démon socle ne peut jamais faire faillite? Non. Regardons le cas du Zimbabwe ou de la Turquie.
qui peuvent faire faillite malgré le fait qu'ils sont dans mon socle, c'est parce qu'ils n'appliquent pas la recette de la MMT. La MMT n'a jamais dit, comme au Zimbabwe, il fallait dépenser, faire un emploi, j'ai oublié, pour faire des dépenses folles. Elle a dit qu'il faut faire des dépenses dans des investissements productifs jusqu'à atteindre le plein taux de son capacité de l'économie. Donc, ce n'est pas à cause de la MMT, ce que fait la Zimbabwe, ce que fait la Zimbabwe, ce n'est pas la MMT. La MMT s'est dit non, il ne faut pas exagérer non plus. Il y a des limites à la création de déficits publics. Et donc, des pays qui ne comprennent pas ce principe, qui vont beaucoup trop loin, vont créer l'hyperinflation, comme c'est le cas au Zimbabwe, en tout cas, ce moment, et vont détruire tout le pays. Ils peuvent donc faire tomber ou créer au moins de l'instabilité politique et faire casser tout le pays à cause de leur mauvaise gestion économique. Puis donc, un point technique, je suis prêt à rester encore ici un peu de temps en termes de détails techniques, comment ça fonctionne dans la machinerie, la Banque centrale, le Trésor. Mais là, donc, certaines se disent non, c'est pas possible, d'autres disent c'est possible. Je trouve que c'est un débat assez stérile parce qu'en fait, ça ne change rien à l'essentiel du message de la MMT. Puis, on peut se poser la question de savoir est-ce que la théorie monétaire moderne est vraiment moderne. Je retrouve en partie du Keynes. C'est le chartalisme, parce que la MMT, maintenant on l'appelle le néo-chartalisme, a été inventé par un économiste allemand, Georg Friedrich Knapp, en 1905. Les publications d'Emmanuel Innis, que je viens de citer, datent de 1913-1914. Et donc, moi, j'y retrouve, c'est un avis personnel, avant tout, l'équation de Fischer qui date de 1911. On ne peut pas trop entrer dans le détail des formules. En fait, quand je reviens au mot de Alan Greenspan, qui répondait donc à la question de Paul Ryan, je l'ai retrouvé ici dans cette formule, qui dit rien d'autre que, en fait, c'est la formule qui représente le PNB, que la masse monétaire fois la vélocité, donc le nombre de fois que l'argent tourne dans l'économie, est par définition dans les comptes nationaux égal au niveau des prix fois les transactions réelles. Et donc, admettons maintenant que la vélocité est constante. Quand le gouvernement fait des dépenses déficitaires, elle augmente le M dans la formule, donc la masse monétaire. Et donc, si en même temps, on arrive à créer des biens réels et des services dans l'économie, ça fait augmenter en même temps, au niveau de l'output de l'économie, on voit que le T augmente en même temps, et donc le niveau des prix ne change pas. Mais si on va trop loin, si on va continuer à faire des dépenses déficitaires au-delà de la pleine capacité de l'économie, là, on ne pourra plus suivre, ou le T ne pourra plus suivre le M, on va créer de l'inflation. Et donc, quand on regarde un peu l'histoire économique, la MMT n'est pas si moderne que ça. Mais ce n'est pas grave. Et puis, finalement, une théorie n'est qu'une théorie, hein, donc il faut toujours... Une théorie ne peut que faire ses preuves donc en l'appliquant sur le terrain, comme les Anglais disent, the proof of the pudding is in the eating. Et puis, pour conclure mon petit discours d'aujourd'hui, donc une autre illusion monétaire est que les recettes de la MMT s'appliqueraient à des pays qui ont abandonné leur souveraineté monétaire. Ce n'est pas le cas. C'est le cas des États-Unis, du Japon, du Royaume-Uni et de la Suisse. Ce n'est pas le cas de la zone euro. Et avant de se moquer des économistes de la MMT, Brian Musler est un ancien trader, un des protagonistes aujourd'hui donc de la MMT. C'est bien les protagonistes de la MMT qui, déjà en 1992, ont averti que le concept de l'Union monétaire européenne était totalement erroné. En fait, ce qu'on a fait, on a créé une union monétaire, ce qui veut dire que tous les pays membres de l'Union monétaire européenne ont abandonné le pouvoir de la monnaie, de porte-monnaie, ont abandonné la souveraineté monétaire, et en même temps, on a mis au-dessus une banque centrale à laquelle il était interdite d'acheter la dette publique. En même temps, il n'y avait pas d'union fiscale. Donc, eux, ils ont averti que de cette façon, ça irait finir en larmes. On l'a vu en 2010 et 2011, la crise dans la zone euro, et ce n'est que par la suite que la Banque centrale européenne a pu appliquer une partie des recettes de la MMT
en se mettant acheteur à tout prix de la dette publique dans la zone euro. C'est le fameux discours de Draghi. I will do whatever it takes. Whatever it takes, c'est ça ce qui a fait arrêter la crise. Mais il faut en être conscient du prix que chaque pays membre monétaire a payé en rentrant dans l'Union monétaire européenne. Donc, c'est peut-être le sujet d'un autre discours un autre jour, c'est très intéressant, je trouve. Aujourd'hui, il manque le temps, je crains, pour aller plus en détail. Mais sachez que, au niveau de la gestion de portefeuille, ceux qui croyaient ou qui croient qu'ils ont un actif sûr dans leur portefeuille, en investissant en obligations étatiques de la zone euro, se trompent. Quand un pays abandonne sa souveraineté monétaire, en fait, ça veut dire qu'il y a un risque de défaillance du pays. Ce n'est pas le cas d'un pays qui a maintenu sa souveraineté monétaire. Moi, je conseille à mes clients institutionnels que toujours d'investir une partie de leur portefeuille obligataire dans d'obligations étatiques des pays de bonnes socles, quitte à hedger le risque des devises, parce que là, on peut se dire que c'est vraiment sans ou quasi sans risque de défaut. Donc, ceux qui croyaient donc avoir diversifié leur portefeuille en laissant tout leur portefeuille obligataire dans la zone euro, en fait, sont trompés. On a vu donc les spreads, la dette portugaise, espagnole, italienne, les pays et les PIX, et donc il y a quand même des leçons très pratiques qui proviennent de la MMT. Moi, je trouve donc qu'il a beaucoup de valeur. Et voilà, il ne reste qu'à vous remercier de votre aimable attention. Je crois que maintenant, je passe la parole à Jean-Marc pour ouvrir donc aux questions. Merci Yann. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser vos questions avec le chat. On va arrêter de partager. Voilà. Peut-être d'abord, s'il y a, je vais lire les questions. Yann, tu peux le lire. Vous semblez dire que sur plus des uns, les riches correspondent au déficit des autres, les pauvres. Je n'ai pas dit ça. Hein. Je dis que donc le surplus du secteur public est par définition le déficit du secteur privé et vice-versa. Maintenant, ce n'est pas le cas que le surplus des riches va de pair avec le déficit des pauvres. On peut très bien avoir une économie où le secteur privé, où tout le monde est en surplus. Mais en même temps, je fais abstraction donc, du secteur extérieur, des exportations, partons de l'hypothèse que la balance de paiement courante est à zéro. Si tous les secteurs privés, tant les gens qui sont soi-disant pauvres et les riches, sont en surplus, par définition, ça veut dire que le secteur public doit être en déficit. Oui, donc là, ce qui est écrit, les effets redistributifs, je n'ai pas vraiment compris pourquoi est-ce que ça ne favorise que les riches. Je crois que c'est justement, ce n'est pas la MMT. La MMT, comme je disais, au lieu de passer, d'utiliser l'assouplissement quantitatif pour stimuler l'économie, finalement, ça enrichit la partie riche de la population et appauvrit la partie commune ou pauvre de la population pour les raisons que j'ai citées. La MMT préconise qu'au lieu donc d'utiliser la MMT préfère la politique fiscale à la politique monétaire. Et donc, elle a donc expliqué que l'assouplissement quantitatif a surtout fait augmenter les prix des actifs financiers qui sont principalement détenus par la population riche. Et donc, au lieu de passer par l'assouplissement quantitatif, la MMT préconise ou conseille de faire des paiements directs à la population en créant de l'argent pour la banque centrale, en le mettant dans les comptes de banque commerciale, qui vont le mettre dans les comptes de la population at large. Donc, c'est vraiment ça ce que dit la MMT, ce n'est pas d'enrichir les riches, justement donc de mieux diriger l'argent
vers le peuple commun. Pourquoi je vois pas, Donc, c'est possible de faire Faire tourner la la planche à billets, mais ce n'est pas sans conséquences néfastes. Je crois que tu as Juste un peu en donné dessous. déjà des réponses. Pourquoi le Salvador abandonne sa souveraineté? Ben, je vais d'abord répondre à la question de deuxième question. Quand on fait tourner la planche à billets, n'est pas sans conséquences néfastes. Je dirais ça dépend. Ce qui dit la MMT, il n'y a aucun problème de faire tourner la planche à billets et c'est pour financer des investissements productifs. Et là, on peut faire tourner en longueur de journée la planche à billets. Ça devient problématique quand l'argent qui est créé pour la planche à billets dépasse la capacité de l'économie, parce que là, cette masse d'argent va créer de l'inflation, et l'inflation va appauvrir tout le monde. Donc, c'est vraiment ça ce que dit la MMT. Puis il y a le Salvador, la question sur le Salvador. Le Salvador, je crains qu'ils avaient une monnaie souveraine, mais ils n'ont pas respecté les règles de bonne gestion de l'MT que je viens de nouveau à réexpliquer. Et donc, parce qu'ils sont vraiment au bout de souffle, je crois, à un certain moment, maintenant ils vont opter pour le Bitcoin. Mais quelque part, le Bitcoin, dont la création est limitée, ceux qui ont assisté à l'autre présentation que j'ai faite sur les cryptos, vous savez que donc le nombre de Bitcoin ne va jamais dépasser 23 millions. Donc, quelque part, par rapport à la devise nationale de Salvador, qui était totalement détruite en ne pas respectant les règles de bonne conduite telles que dictées par l'MMT, en fait, maintenant, pour le Salvador, en fait, le Bitcoin est une monnaie plus sûre que sa propre monnaie nationale. Et donc, la souveraineté monétaire n'est pas une garantie de stabilité du pays. Quand le Zimbabwe ou le Salvador ou la Turquie, en fait, ne respectent pas les règles de bonne conduite de l'MMT, on arrive dans une situation totalement différente où le pays peut tomber ou faire défaut. On peut peut-être terminer par la question de Professor Rudy Arnoud, Arnold. welkom ook op de call. Ik ben het eer u erbij te hebben. Ik denk, je pense, je vais mijn antwoorden in het Nederlands, maar en français, on va en français. De MMT, l'MMT, c'est clair que c'est un agenda politique, tant des républicains que des démocrates, également dans la zone euro. Mais je crois qu'il faut distinguer entre ce qu'en font les politiciens et ce qui est en fait à l'essentiel de la MMT. Et donc je crois qu'on peut, comme toute théorie, on peut l'abuser en poursuivant l'agenda politique. Donc sur certains, comme M. Randall Wray, donc le protagoniste, en fait, pour moi, c'est un néo-communiste, donc un agenda donc, caché, donc, qui n'est pas pour moi en ligne avec ce que dit sa propre théorie monétaire. Mais donc, je crois qu'il faut pas condamner la MMT, parce que dans les monnaies politiques, on abuse de la MMT pour justement réaliser son agenda politique. Pour moi, c'est deux choses différentes. Parfait. Mais je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Merci Yann pour cette vue, on peut dire, originale par rapport à la dette, à l'endettement. Je pense que là, on a eu un discours assez novateur, je crois qu'on peut le dire. La question sera, est-ce que pour lutter contre l'inflation, il faut augmenter les impôts? Ben, on aura la réponse, on verra la réponse dans les mois qui viennent. C'est quelque chose d'important. Mais enfin, savoir que le déficit public, c'est une bénédiction pour le secteur privé, ça fait du bien. Je peux juste répondre au professeur Arnoud. Vous dites que les entreprises sont tous endettées. Il faut également tenir compte des actifs financiers pour le secteur privé. Donc, en endettement net, on est bien en surplus. C'est un point technique. Très bien, mais voilà, on va arrêter là-dessus. Merci Yann, et merci à vous de nous avoir suivis. C'était un peu long, mais merci.
Bonne journée.